Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons voyager un petit peu, nous irons en Polynésie, nous parlerons de nature, de culture, d'histoire, de quiz, de Martinique, d'environnement. Sûrement, vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, 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 femmes. Avec moi, deux femmes, Méliane Garganta et Sabine Andrivon-Milton. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, Très merci. bien. Comment ça va, Eliane? Ça va très bien, merci Barbara. Merci de venir sur le plateau parce que Eliane vient de très très loin et elle nous fait l'amitié de venir nous raconter un petit peu ce qu'elle vit très loin de la Martinique puisque tu es de... J'arrive de Polynésie. Voilà, tu es J'arrive martiniquaise, voilà, tu es ici, martiniquaise, mais tu vis depuis voilà. quelques années en Polynésie. C'est ça. Et puis à ma Ça gauche, veut dire. quelqu'un que vous connaissez très bien, Madame Sabine Andrivon-Milton, qui se présente. Comment ça va? Ça, très bien, Ça vraiment va très bien. On est entre nous, donc Oui, ça se passe oui, très oui. bien. Voilà, et tu fais partie, on va dire, des habitués, puisque ça fait maintenant plus d'un an et demi que cette émission existe, et c'est ta deuxième fois. Hein. Exactement. Mais tu as toujours une actualité parce que tu es prolifique, tu produis des choses pour la culture. Et en fait, je te laisse te présenter. Alors, Sabine Andrivon-Milton, historienne avant tout, spécialiste en histoire militaire, et depuis peu, donc, créatrice de jeux de société sur la Martinique. Alors, ça se suit, hein, parce que mon objectif, c'est la transmission. Donc, transmission à travers les ouvrages sur l'histoire de la Martinique, aussi transmission à travers les jeux de société. Et puis tu es enseignante. Enseignante prof d'histoire, oui. tout à fait, au lycée professionnel agricole du Robert. Donc tu vas nous parler d'un projet là, qui arrive, donc un concert pour financer effectivement voyage un événement, un voyage. Donc on va en parler parce que à travers ce projet-là, on va parler d'une histoire de la Martinique avec une certaine ville. Mais on n'en dit pas plus. l'heure. Quand tu dis que tu fais ça depuis peu de temps, excusez-moi, hein, je suis allée sur ton site, Ezot Tcheko, Ça, c'est la le Martinique dernier. en 55 dates, la Martinique ludique le Kimoun. La Martinique en Momé, les niveaux 1, la Martinique en 10 secondes, Martinique quiz volume 1, Martinique quiz volume 2, la Martinique au bout des doigts. Eh bien, mon Dieu, pas qu'à dormir. Ben, écoute, c'est une passion comme une autre. Hein. Il y a des gens qui adorent le fitness, mais voilà, moi j'aime ça. J'aime, Quand tu es là, tu dors et puis tu dis, eh mon Dieu, la Martinique, ils savent pas ça. Ils savent pas ça, mon Dieu, ils savent pas comment s'appelle ce fruit-là. Mon Dieu, on capte photo avec ça, c'est ça. Ça dit comment ça? C'est ça. Voilà, c'est vrai que je dors peu. Ah mon Dieu. Et oui, ça me vient en rafale. Alors, voilà, Mais quand tu es lancé, tu accouches, voilà. Ouais, j'accouche. j'accouche. Et puis donc, le site, alors, mais vraiment, moi, je suis allée pour préparer l'émission. Je pense que c'est tout connaître, parce que la dernière fois, j'ai vu que tu avais eu la médaille c'est quoi, c'est la Légion d'honneur? La Légion d'honneur, etc. Elle a un collège, une école primaire qui porte son nom. Super. La Nama 53, on a le droit de dire ton nom. Tout à Ta fait. l'âge, pardon. Et puis, donc, tu as aussi, donc, sur ce site, donc, qui est très bien fait d'ailleurs, tu as aussi, tu présentes aussi des images, des affiches Oui, chantant longtemps. les affiches chantant longtemps. Je ne savais pas que tu faisais ça. Exactement, oui, tout à fait. Et puis, ce que tu ne dis pas, tu as la tête aussi d'une association, enfin d'un groupe, les Lames, les auteurs de la Martinique, les Sages. Les enfin, sages, oui. donc, elle ne dort pas. Ne dors jamais. Voilà, et on va parler de la Grande Guerre, dont tu es spécialiste tout à l'heure, puisqu'il y a une actualité Oui. qui n'est pas très plaisante, mais je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Eliane, alors, raconte-nous, qui es-tu? Est-ce que tu peux Alors, te présenter? qui je suis? Je vais me présenter en deux mots. Donc, je suis originaire par ma mère du Carbet, donc près de la montagne Pelée, et par mon père de Catalogne. Wow. Voilà, donc ça commence déjà un peu dans un grand écart géographique et ça se poursuit puisque en fait j'ai passé les 20 premières années de ma vie ici en Martinique et après en Guadeloupe, en Guyane, et où j'ai étudié l'agronomie. Donc je suis agronome et je me suis rapidement spécialisée en environnement. Et donc, mes différentes expériences professionnelles m'ont amenée à travailler dans les îles, essentiellement, dans les espaces insulaires. Et ma grande passion, la navigation, parce que j'adore la mer, m'a amenée dans le plus grand océan du monde, donc là où on a les plus grands navigateurs qui ont quitté l'Asie et qui ont peuplé tout le Pacifique. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ça. Donc je suis partie en bateau, j'ai passé Panama et je me suis retrouvée en Polynésie
pour une année sabbatique qui a duré 20 ans. Donc ça fait maintenant 20 ans que je suis en Polynésie. Oui, mais tu travailles. Mais je travaille parce qu'on peut malheureusement oui, pas c'est ça. passer 20 ans à naviguer. Ah, sans dommage, travail. dommage. Mais donc j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et dans le domaine agricole. Donc là, je Voilà. travaille Et essentiellement donc Eliane est de passage ici Voilà. parce qu'elle revient chez elle, se ressource, Voilà. et puis bon, Je me une île et une autre île. Et tu étais au carnaval, mais tu es une aventurière. Moi, je peux en témoigner parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Je ne vais pas vous cacher ça. Oui. Et quand tu dis que tu as passé le canal de Panama, tu étais seule? Tu étais avec Non, quelqu'un? oui, j'étais en couple, donc on a passé le canal de Panama. Après, les enfants nous ont rejoints, on a navigué. Elle a et navigué, voilà. quoi. Elle a fait le tour, Oui. quasiment le tour du monde. Non, quand même pas, même pas, mais presque. Oui, j'aime naviguer. J'aime Voilà. la navigation hauturière et voilà. Donc c'est une des choses qui m'anime vraiment. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai voulu qu'elle vienne nous raconter la Polynésie et puis nous parler aussi de ses passions. Et puis, elle nous parle de la navigation, mais c'est aussi une terrienne qui a eu aussi une drôle d'aventure en Guyane. On peut en parler Oui, ou pas? Si on veut. Oui. Ah oui, je veux bien entendre. Une aventure en Guyane? Non, non, mais c'est voilà, Bah, dans deux mots. En deux je mots. raconte en 2 mots. En Donc, deux mots. j'habitais en Guyane. J'étais partie rejoindre ma mère qui avait déménagé là-bas. Et on devait acheter un terrain. Et on nous a proposé d'aller visiter le terrain qui était adossé à la grande forêt amazonienne. Et finalement, en se promenant et en cherchant le terrain, on s'est perdu. Et on est resté 1 semaine dans la forêt à manger des crabes et des cœurs de cocotier, enfin tout ce qu'on pouvait trouver sur la main. Et finalement, on a fini par être récupérés après plus d'1 semaine C'est à une dormir. sacrée expérience. Une sacrée expérience. Voilà, Vous donc n'avez ça pas me douté? donne beaucoup. À aucun moment, vous avez douté? Si, on a quand même douté, surtout sur la fin. Mais en tout cas, ça me donne beaucoup d'humilité vis-à-vis de la nature, Oui. Ben, la mer comme la terre. Hein. Et c'est incroyable, ça. Mais c'est mon vrai. Enfin, la nature, c'est mon vrai Environnement. combat. C'est ton Et mon combat. Ah oui. Et aujourd'hui, dans tes activités professionnelles donc en Polynésie, tu disais bon, tu étais à l'environnement un moment, maintenant Oui. tu es revenu à l'agriculture. Oui. Tu travailles sur quoi spécifiquement? Ben, en fait, je travaille sur l'idée de verdir l'agriculture, donc de mettre davantage d'environnement dans l'agriculture, de supprimer tout ce qui est pesticides, engrais, etc. Et donc, je travaille beaucoup pour le développement des agricultures respectueuses de l'environnement, bio, etc. Et la sécurité alimentaire, donc le développement de la production agricole locale et bio. Vous avez le problème, est-ce qu'il y a les problèmes, comme tu parles des pesticides, hein, donc c'était dans l'actualité martiniquaise, le chlordécone non-lieu, est-ce que vous avez l'équivalent? Alors, bon, enfin, Polynésie, il y a autre chose, c'était Oui, il y a autre chose. les essais nucléaires, Voilà. effectivement, mais en termes d'agriculture. En termes d'agriculture, on est encore très préservé. Donc, on a quelques produits, mais en fait, on est exactement, on n'est pas dans l'agriculture industrielle. Oui. On n'est pas dans l'agriculture d'exportation. Et donc là, on est juste au stade où on peut éviter de verser dans ce type d'agriculture et passer directement aux agricultures plus vertueuses pour l'environnement et la société. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a un gouvernement et un environnement professionnel qui est plutôt favorable à ça. Oui, parce que c'est bien. la Polynésie est très bénévolente sur les questions du respect de l'environnement, de la protection de la Tout à nature. fait. Donc, ils sont membres il me semble, de programmes. J'ai vu qu'il y avait les participants au Blue Climate Summit Oui. qui s'est déroulé en mai en Oui, tout à Polynésie. Ils ont signé une pétition qui demande au gouvernement du monde entier et à l'autorité internationale des fonds marins de promulguer une interdiction de l'exploitation minière en haute mer avec effet immédiat. Il y a un gros enjeu sur l'exploitation du sous-sol sous-marin. Oui. Voilà, et la Polynésie est très proactive en fait pour préserver ces milieux, donc ces milieux naturels, en particulier sa mer, parce qu'en fait la mer en Polynésie c'est 99% de l'espace polynésien. Et le gouvernement se sent concerné à la fois par la colonne d'eau avec la ressource halieutique, hein, tout ce qui est la ressource de pêche hauturière, les pêcheries de thon, etc., qui sont extrêmement réglementées et qui sont protégées au bénéfice des Polynésiens eux-mêmes. Et les sous-sols, le sous-sol marin. Donc c'est juste parce qu'on va en parler aussi, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a un peu fait le focus sur ça. Bon, la Polynésie, on va le rappeler, est autonome. Et donc c'est le gouvernement polynésien qui met en jeu, qui met en mouvement et en œuvre plutôt ces mesures-là. Voilà, donc la Polynésie est autonome depuis plus de 40 ans et en fait c'est un statut qui permet
d'avoir un peu une main, la main libre sur Sur tout ces ce qui sujets-là. est économique, et donc l'agriculture, la pêche et l'éducation primaire, etc. L'État français, en fait, gère le domaine régalien de l'État, les aspects militaires, la monnaie, militaire, justice, sécurité, etc. ouais. Voilà. Ok, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Voilà. On fait le premier stop de l'émission Focus Jingle. Alors, dans Focus, je suis tombée sur un article de L.fr. Je pensais que c'était nouveau. Bon, ça ne l'était pas, mais je me suis dit que je gardais quand même l'information qui est intéressante. C'est un article donc, qui parle des 10 destinations les plus sécures pour les femmes qui voyagent en solo. Donc, c'est une enquête qui avait, en fait, une compilation de données qui avait été faite à l'époque en juin 2021 par un cabinet qui s'appelle New World Wealth. Donc, c'est un cabinet qui documente et qui compile les données statistiques sur la richesse dans le monde. Donc, ça date un petit peu, mais c'est intéressant. Et puis, comme Eliane vient du coin, voilà, parce que en haut du tableau, en fait, des destinations les plus sécures pour des femmes qui voyagent seules, il y a l'Australie. Et donc, alors je crois que j'avais ma petite liste, on dirait que je l'ai perdue. Il y avait Malte. Il y a l'Australie, mais oui, je l'ai perdue, la petite liste. Donc peut-être qu'elle va apparaître. Elle va apparaître derrière moi. Donc il y a l'Australie, voilà. Il y a Malte, il y a l'Islande, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Botswana, Monaco, la Suisse, le Japon et la Corée du Sud. Alors comment ils ont fait? En fait, ils ont compilé, ils ont mélangé toutes les données liées à la criminalité, les viols, la traite, l'esclavage, etc. Et donc, ben voilà, ça donne un tableau où il n'y a pas la France, par exemple, mais donc la première destination, c'est l'Australie. Je suppose que tu connais l'Australie, Eliane. Oui, tout à fait. Donc, je suis allée naviguer en Australie, à Sydney. Et bon, c'est un pays qui est sûr. Ce n'est pas forcément le pays des droits de l'homme, je dirais, parce qu'on a quand même la question des aborigènes qui n'est pas vraiment réglée. Mais c'est un pays effectivement agréable, hein, et très ouvert aux étudiants et aux voyageurs. Donc, et j'ai vu qu'il y a également la Nouvelle-Zélande, donc qui est notre plus proche voisin, que je connais très bien, la Nouvelle-Zélande. Et moi, je recommanderais la Nouvelle-Zélande à toute femme seule qui voudrait voyager. C'est un pays extraordinaire. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais vu un film qui m'avait marqué. C'était il y a très longtemps. Je crois que ça avait eu un prix, un certain regard à Cannes. Hein. C'était L'âme des guerriers. C'était sur la violence contre les femmes, justement, qui était d'une violence inouïe. Donc, il parlait, si tu veux, des rapports hommes-femmes en Nouvelle-Zélande. Oui. Ben moi, j'ai en tout cas une expérience très agréable et une expérience longue. Hein. Ça fait une vingtaine d'années que je fréquente des Néo-Zélandais, particulièrement des Maoris. Les Maoris, donc les natifs de Nouvelle-Zélande, peuple polynésien. Et on a vraiment, comment on peut dire, une vraie ils ont reconquis leur culture, les femmes comme les hommes. D'accord. On a une belle reconquête. C'est-à-dire quand on va en Nouvelle-Zélande, on peut découvrir une culture riche au niveau des danses, des oreros, c'est-à-dire tout ce qui est déclamation, l'art déclamatoire, tout ce qui est production sculpturale, graphique, etc. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une région. Tu connais cette région? Pas du tout, Fabien? pas encore, pas encore plutôt. Voilà. Quand elle va arriver là, elle va vous faire tous les quiz sur la Polynésie. Il faut venir. Et qu'est-ce que tu trouves dans cet environnement? Tu es martiniquaise, tu as vécu ici pendant les 20 premières années de ta vie. Quels sont les traits les plus distinctifs que tu ne retrouves absolument pas ici, par exemple? Alors, ce qu'on retrouve, ce qui est vraiment caractéristique de la Polynésie, parce qu'en fait, c'est la même culture en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française, à Hawaï et tout, c'est la même origine. C'est vraiment une culture millénaire. C'est-à-dire que nous, ici, on a une culture de 200 et quelques années. Et là-bas, ils ont une culture millénaire qui s'est construite sur l'eau, déjà, qui s'est construite par la migration. Et on a un peuple qui est posé, qui est serein, qui est sûr de ses racines, qui est, on va dire, à l'aise dans son environnement, qui connaît parfaitement son environnement. Donc moi, en phase avec son environnement. Même les jeunes ne sont pas déphasés? Il n'y a pas l'import de la culture occidentale? Si, il y a l'import de la culture occidentale, mais il y a quand même un grand respect, je dirais, des traditions et des milieux. D'accord. C'est-à-dire...
Donc, ouais, moi, c'est ce que j'apprécie et c'est ce qui est différent parce que sinon, au niveau naturel, hein, au niveau de la végétation, c'est assez similaire. Oui. Par contre, au niveau de la mer, c'est quand même c'est immense. Immense. Et Il y a beaucoup très d'îles, riche. il y a plein très d'îles. riche. Oui. On a des saisons de baleines, des saisons de. Donc, on a. Ok. Voilà. Alors, alors, ils n'ont pas le carnaval. Ils n'ont pas le carnaval. Bon, c'est un peu pour ça que je suis ici en ce moment, je ne vais pas le cacher, parce que je suis ici avec mon compagnon qui est tahitien et qui voulait découvrir un peu la culture. Et donc, on lui a conseillé cette période. Hein. Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé, c'est un ami martiniquais de là-bas. Et il a adoré. Hein. Donc, on n'a pas le carnaval là-bas. On a essayé de l'importer, mais plutôt sur le modèle de Nice, donc les chars, les gradins et tout, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais c'est dommage, et là, je pense qu'il est bien parti pour essayer de créer quelque chose. Donc, il pense à un voyage d'études de Polynésiens ici pour apprendre à faire le carnaval et ramener donc, le carnaval en Polynésie. Ce serait pas mal. Ce serait bien parce que je pense aussi qu'en Polynésie, on manque de cette soupape d'extériorisation. C'est un peu placé. Assez intériorisé. Okay. Mais il n'y a pas de fête, il y a des fêtes traditionnelles. Oui, alors on a un grand festival, un grand festival de danse. Ça s'appelle le Heiva, ça a lieu en juillet. Donc ça, c'est à Tahiti. Il y a également un grand festival de culture aux Marquises en décembre, tous les 4 ans. Et où, en fait, le thème est en général la transmission. Donc l'idée est vraiment de transmettre toutes les manifestations de la culture au travers de ces fêtes-là. Donc, il y a un enjeu. Oui. L'enjeu, c'est de préserver cette culture millénaire. Et donc, ça fonctionne. C'est-à-dire que toute la population danse ou rame. Donc, il y a beaucoup de pirogues à rame. Moi, je fais de la pirogue à voile là-bas. C'est le Var? Le Var, la pirogue polynésienne. Donc, on fait de la pirogue hauturière pour justement transmettre les techniques de navigation traditionnelles, la danse, le chant, la sculpture, etc. Et en général, il y a 2 volets. Un volet, comment on peut dire, vraiment transmission de la culture telle qu'elle était, à l'identique, et un volet création. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Et toi, tu fais le carnaval, Sabine? Alors, je cours pas, mais j'ai couru déjà, mais j'y vais parce que pour moi, c'est important ça fait partie de notre histoire, de nous, quoi. Donc, et d'ailleurs, cette année, je suis remontée après le carnaval et tout de suite, j'ai été inspirée d'écrire un texte sur le carnaval. Sur le carnaval et surtout cette... je sais pas, j'ai eu une plénitude en voyant les gens heureux. Oui, les gens sont heureux. Les gens étaient heureux, puis c'était bien, quoi. Les gens étaient posés, heureux, puis voilà, on sentait que c'était important pour eux. Alors, on enregistre cette émission-là après le carnaval, on enregistre le vendredi, et donc c'est juste après le carnaval, hein, ça fait 2 jours que le carnaval c'est fini. Moi, je voulais juste, parce que j'ai assisté aussi au carnaval, j'ai couru, c'était génial, mais bon, ce matin au réveil, j'ai reçu plein de WhatsApp avec des photos qui étaient un peu spéciales, donc je voulais juste, enfin pour être concrète, c'était des photos de nus, des femmes nues qui étaient dans la rue, et notamment une femme qui était sur la tête, qui écartait les jambes et qui montrait son vagin, parce qu'elle était totalement nue, dans une rue, au carnaval, manifestement, en Martinique. Donc, moi, ça m'a inspiré juste une chose. Je suis allée chercher, en fait, un article du Code pénal, en fait, qui réprouve la nudité en public. Alors, je ne sais pas s'il y a des circonstances atténuantes parce que c'est le carnaval, hein, peut-être que, machin. En fait, donc, c'est l'article 222-32 du Code pénal qui dit, et je le cite in extenso, il n'est pas très long, mais il est intéressant, « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps. L'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de 15 ans, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende. » Fin de citation. Je dis ça parce qu'en fait, il y avait une simulation d'actes sexuels, clairement, donc de la part de cette femme ou de ces femmes. Il y en avait 2, et notamment une qui était dans cette simulation. Donc voilà, je pose ça, comme dirait l'autre, je dis rien. Le carnaval est terminé. Jingle, les mots de femme.
Alors, retour à l'actualité de nos invités, à la vie de nos invités. On a parlé de la Polynésie, de cette culture, donc avec cette volonté de la part des plus âgés de transmettre, et finalement cette culture millénaire, et puis le fait que, et puis on est très intéressés par ça, hein, nous qui nous posons en Martinique des questions sur notre identité. Hein, voilà, l'idée de transmission, le fait que ces jeunes sont effectivement enracinés dans quelque chose qui les dépasse, parce que toutes les générations portent le fardeau, entre guillemets, mais un bon fardeau de la transmission. Toi, c'est exactement ce que tu fais. Et alors, dans cet article que j'ai lu du Parisien qui parlait de toi, c'était ça que tu dis. Tu dis, il y a eu des gaps, en fait, de transmission de certaines générations. Lesquelles et pourquoi? Alors, c'est vrai que, alors, moi, je pars du constat. Hein, je pars du constat qu'il y a une transmission qui n'a pas été faite. D'accord? Il y a eu, on va dire, 2 générations, si on remonte bien, qui n'ont pas transmis. Alors, maintenant, on va pas leur jeter la pierre. Lesquelles après-guerre? C'est les baby boomers. Voilà. Okay. Pourquoi? Parce que bon, on était après-guerre, il y a toute la parentie donc du MIDOM, les gens partent, d'accord? Ils ont d'autres préoccupations parce que la situation était différente. Oui. Hein, on n'était pas peut-être dans cette optique-là. Il fallait déjà, on était en pleine crise sucrière, donc on quittait l'école, exode rural, c'est un chamboulement total qui ne laissait pas la place à la transmission. Hein, parce que quand ils sortent de la campagne, il faut aller en ville. Alors on se loge à la hâte, soit à Trinel, ou tous des 40, il faut y aller. Donc c'est vraiment pas la préoccupation. Mais maintenant qu'on a vu ce constat, mais il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on ne va pas aller se dire, ah oui, on est en déculturation, les gens ne connaissent rien, il faut trouver un moyen. Moi, c'est bien j'aime pas le fait de se lamenter constamment. Tu agis. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme tu me donnes la balle. Là, on a eu une polémique sur un costume, d'accord? Parce qu'il y a une journaliste qui a porté un costume traditionnel pour un journal. Bon, d'accord. Il y a une polémique sur ça? Ah oui, sur les réseaux sociaux, on a... Oui, parce qu'elle a mis son costume traditionnel pour présenter le journal pendant le carnaval. Pucci Patébot. Ben, parce qu'on dit que ce n'est pas un déguisement. Ça, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, il faut mettre le costume, la robe traditionnelle. Portons la robe traditionnelle. Décidons d'un jour où tout le monde peut la porter. Mettons en place quelque chose et arrêtons donc la polémique inutile. Donc oui, tout à fait. Il y a eu une polémique autour de ça sur les réseaux sociaux. Oui. Alors là, on n'a pas jugé les gens, leur façon de penser et de voir. Hein. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Mais maintenant, ça y est, on a vu. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça, moi, c'est comme ça que je suis. Qu'est-ce qu'on fait? Mes élèves, je les interroge chaque année. Je suis déçue de voir qu'ils ne connaissent pas la Martinique. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Je vais me lamenter, me dire... Mais non, je vais chercher des outils pour leur permettre de mieux comprendre la Martinique, de mieux découvrir la Martinique. Et effectivement, le jeu est un outil qui permet à la fois de s'amuser, mais aussi d'apprendre des choses. Et effectivement, je peux, après 5 ans, dire que ça fonctionne. Ça fait 5 ans que tu fais ça? Oui, ça fait 5 ans que je me suis lancée dans les jeux de société. Et ça fonctionne. Passe-moi ton Vu quiz, le retour que j'ai, donc... parce que en plus, ces jeux, ils sont là aussi pour pouvoir réunir les familles. Et ça fonctionne très bien parce que maintenant, beaucoup de personnes me disent qu'après les repas de famille, ils prennent mes jeux, ils s'amusent. Et la mamie est là avec son petit-fils. Et voilà, ça c'est... On est en marche. Alors, on va faire un petit quiz. Niveau 0, comme ça fait un moment que tu n'es pas venu là. Comment dit-on un lit en créole? Comment dit-on en créole? En câble. Ah, bravo. Comment se nommaient les premières populations arrivées en Martinique? Les Caraïbes. Les Amérindiens. Les Amérindiens. Les Amérindiens, oui. Mais oui, voilà, Caraïbes. La Martinique est-elle une île ou un continent? Bon, ça, c'est niveau 0. Attendez, on va aller plus loin, s'il te plaît. C'est pour les enfants, on y va à partir de 6 ans, effectivement. OK. Alors, quel insecte est responsable de la transmission de la dengue, du Zika ou du chikungunya? Le moustique. Voilà, le moustique. Qu'est-ce que le belé? Une danse. Une danse traditionnelle. Bon, c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants parce qu'il faut tous les niveaux doivent être concernés. On a des jeux vraiment pour tous les niveaux et on a tout type de jeux. On a des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux d'ambiance, des puzzles. On a des livrets de jeux pour permettre à tout un chacun de trouver son compte et de se cultiver, quoi, de découvrir la Martinique en s'amusant. Et c'est important parce que il faut à tous les niveaux qu'on se reprenne en main. Tout simplement. Oui, toi, tu es catastrophé par cela. Quoi, oui, ça m'embête parce que moi, je demande à mes élèves, c'est qui le maire de ta commune? Ils ne savent pas. Chose basique, combien de communes qu'il y a en Martinique, la superficie de l'île. Non. Ça arrive en Polynésie, ça? Oui, aussi. Ça arrive surtout chez les jeunes citadins, les jeunes élevés en milieu mais voilà, mais il n'y a pas de souci. Ça arrive. Mais il faut y remédier. Il faut absolument réagir. Voilà. Et c'est pour ça que moi, mes élèves, tant pis pour eux, je leur ai dit, sont tombés sur moi. Ils sont contents, généralement. Oh, ça va, ils ne se plaignent pas. Mais je commence toujours mes cours, je fais tour de table. Donne-moi le nom d'un oiseau, un poisson,
une rivière. Chaque fois que tu as un cours. Toujours, moi c'est comme ça. Je commence mes cours avec tout le monde, tour de table, bien. on y va. Ouais. Je prends 5 minutes, c'est pas grave. Donne-moi le nom d'une rivière. Je veux que mes élèves soient au taquet. Je leur dis ça, tant pis pour vous. Et eux, ils transmettent chez eux. Ah oui. Parce que tu disais qu'il y avait 2 générations. Donc, c'est donc les baby-boomers, et puis donc c'est nos grands-parents, et puis nos parents. Oui, tout à fait. Et donc, ces enfants-là vont chez eux transmettre. Oui, alors toujours, je leur dis, voilà, on a fait le test, allez, à la maison, entrez, interrogez vos parents. C'est comme ça, là, avec le petit quiz là. Mais je leur dis, quand les parents, les enfants achètent, enfin les parents achètent pour les enfants, je dis à l'enfant, tu vas interroger maman, hein? Commence pas à interroger maman. Et là, ce qui est intéressant, tu as parlé beaucoup de la nature, mais la déconnexion aussi est liée. Bon, il y a l'histoire, certes. L'histoire, ça s'apprend dans des livres qu'on lit ou dans des films éventuellement qu'on peut regarder, mais il y a la nature, le rapport à la nature qui n'est pas, comme tu dis, tu as parlé des citadins qui sont déconnectés, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que souvent, nos petits Martiniquais sont en mode citadin, quoi. Ils sont citadins. Ouais, et la pire réponse que j'ai eue, c'est une élève à qui je demande, est-ce qu'elle connaît un gombo? Elle me dit, mais non, mais j'habite en cité. Et alors? Voilà, tu vois, je me dis, mais non, Ne me je dis suis pas ça. désolée, je ne veux pas entendre ça. Mais qu'elle ne connaît pas les gombos parce qu'elle habite en cité. J'ai dit, non, il faut qu'on arrête ce fatalisme parce qu'on est en cité. C'est quoi cette histoire? Mais alors, qui c'est qui peut jouer ce jeu-là? Parce que toi, tu fais ton travail, bon, tu fais ce travail-là, tu fais ton travail aussi d'historienne, de prof d'histoire. Comment on peut... bon, il y a les médias aussi qui font d'une certaine façon leur part, mais comment pouvoir accélérer ce processus pour que finalement on garde un peu de notre culture, quoi. Parce que les choses sont allées vite. Eux, les Polynésiens, ils ont ce souci-là de la transmission. C'est formalisé, oui. Ça se fait beaucoup au travers des associations là-bas, donc les associations culturelles, environnementales. Après, tous les gens qui sont en contact avec la nature, que ce soit au travers de la plongée, de la voile ou de la randonnée, font ce travail de transmission aussi. C'est-à-dire ils mettent les enfants en difficulté en contact avec la nature et ils leur enseignent en fait les bases de la nature. Donc moi, par exemple, quand je travaillais dans l'environnement, j'accompagnais souvent des guides de randonnée avec des groupes d'insertion de jeunes des quartiers pour leur montrer ce qu'est un pied de manioc, un pied de fruits à pain, etc. Non, mais le travail peut être fait aussi à travers les jeux, pareil. Oui, bien sûr. Je me dis qu'on peut à tout moment, après les repas de famille, donc on fait une transmission dans les centres aérés, dans les associations. Moi, j'interviens beaucoup aussi. Mais toi qui es, parce que tu as la double casquette, tu es historienne, tu es prof d'histoire, tu es enseignant, donc tu es prof d'histoire et tu fais ça, tu as le souci de la transmission. Est-ce que, si tu veux, on est en Martinique, ok? Donc et là, on va peut-être parler d'institutions. Est-ce qu'au niveau des fondamentaux, des apprentissages fondamentaux, on en fait assez? Parce que si on laisse à la bonne volonté des familles d'acheter ton jeu, ce sera très bien pour toi, hein, Sabine, je te félicite. Mais on va aller trop lentement, non? On ne peut pas non plus attendre que l'école le fasse à 100%. Oui, je sais que je vais me faire taper sur la tête par les camarades enseignantes. Vraiment. Oui. Non, c'est-à-dire que non, c'est vrai que... Non, pas 100%, mais comment ça peut passer par un canal qui serait un canal où tout le monde passe? Alors, il faut savoir quand même qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptation des programmes. C'est-à-dire que normalement, à travers les programmes, quand on fait un cours, on va dire national, on doit pouvoir présenter à l'élève la partie locale de cette période-là. Et les enseignants le font le plus souvent. Mais on m'a dit, moi j'ai des camarades qui sont enseignants qui me disent il y a tellement de charges qu'il faut faire autre chose qu'on n'a pas le temps de faire ça. Ah ben, tu vois, dans l'enseignement agricole, je vais prêcher pour ma paroisse, on a chez nous une particularité où on a 2 heures, mes élèves ont 2 heures sur l'histoire de la Martinique. D'accord. On a voté ça au conseil d'administration parce qu'on a 2 heures, ça s'appelle enseignement à l'initiative de l'établissement, EIE. D'accord. Et l'établissement, donc, propose ce qu'il veut. D'accord. Et donc, pour une section, j'avais proposé il y a pratiquement 10 ans de cela, de présenter aux enfants ce qui se passe en Martinique. Et ça avait été validé, ça fait 10 ans que les élèves, ils ont 2 heures où je leur parle de l'histoire de la Martinique, de l'économie, de tout ça. Mais ça, c'est vrai que c'est spécifique à l'enseignement agricole. D'accord, ça n'existe pas ailleurs. Non. Donc, mais il y a quand même, comme tu dis, effectivement, la capacité d'adapter. On l'a dit plusieurs fois ici, parce qu'on a reçu quand même beaucoup de professeurs. Ils n'ont pas le temps, le Mais programme ils n'ont pas est le trop temps. lourd. Moi, j'entends beaucoup d'amis qui sont enseignants qui disent oui, on peut, mais on n'a pas le temps. Exactement. Et quand on propose, il y a des choses qui sont requises, qui font partie des programmes scolaires obligatoires, qui fait que, en plus, il n'y a pas forcément les outils, même si avec toi, il y a quand même les outils. Voilà ce que je dis. Donc, moi, j'ai déjà fait le travail, il y a les outils. Donc, il y a aussi le relais, on peut passer par les documentalistes qui le font dans certains établissements. Ils ont mis en place carrément des clubs de jeux
avec Oui. mes jeux. Et entre midi et 2, ils peuvent transmettre aussi. Parce que Eliane parlait du rôle fondamental des associations. Oui. Donc, il y en a aussi quelques-unes ici. Ah oui. Voilà, il y en a quelques-unes qui jouent ce rôle-là. Mais peut-être que, je veux dire, nous, enfin, les Polynésiens sont en avance de ce point de vue-là sur nous, d'après ce que tu nous dis, quoi. Il y a énormément d'associations, c'est assez impressionnant de voir la quantité d'associations culturelles et environnementales. Et c'est vraiment un ciment social, le D'accord. monde associatif. Et c'est vrai qu'ils essayent de jouer le rôle de transmission dans énormément de domaines, mais notamment le domaine culturel, un peu l'environnement Alors, également. comme tu es là, on veut connaître un petit peu la Polynésie. Hein, voilà, explique-nous si on te presse de questions. Mais quid de... Alors, chez nous, c'est vrai qu'il y a la question identitaire, la question, effectivement, des pesticides, on en a parlé vite fait, la question de la culture. Là, on parle beaucoup chez nous, et notamment dans de la... Enfin, on parle beaucoup. C'est pas un thème central de notre vie, de notre société, mais il y a quand même la question de la violence qui monte, quoi, quand même. Effectivement, c'est un thème qui préoccupe l'insécurité. Et puis la question de la pauvreté aussi. On en a beaucoup parlé à l'occasion des élections passées. On a beaucoup parlé de nos 33% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quid de la Polynésie? Moi, j'ai lu que c'était 50% de gens pauvres. Oui, tout à fait. Pourquoi Est-ce que Alors, oui. oui. La Polynésie, donc en termes de violence, moi je dirais que la violence est bien moins avancée en Polynésie qu'ici. Hein. D'accord. C'est-à-dire on n'a quasiment pas d'armes à feu. Ici, on dit qu'il y en a 35 000 qui circulent. On commence à avoir des drogues préoccupantes, Et des drogues un peu de synthèse. depuis une dizaine d'années. Et donc ça devient préoccupant. Mais au niveau des armes, pour le moment, ça va, c'est encore safe. Par contre, pour tout ce qui est Pauvreté, niveau de vie. c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre la population des îles, on va dire, de Tahiti et Moorea, qui sont les îles centrales, qui sont les plus riches, qui sont aussi. les plus urbanisées, donc qui ont un niveau de vie assez élevé, et la population des 77 autres îles habitées, parce que la Polynésie a 118 îles, dont 78 habitées. Donc, et dans toutes ces îles-là, en fait, on peut avoir une pauvreté. Une pauvreté, surtout dans un archipel où il y a très peu de ressources naturelles. Ah ouais. Mais en fait, il y a deux types de pauvreté, moi je dirais. Il y a la pauvreté donc, d'une frange de la population urbaine, qui est une réelle pauvreté, parce que c'est une pauvreté à la fois monétaire et au niveau des ressources. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas l'argent, donc ils ne peuvent vraiment rien faire. Et sinon, on a une pauvreté qui est mesurée au niveau monétaire, mais qui en fait cache une abondance au niveau des ressources, parce que les gens, ils n'utilisent pas d'argent, mais ils se nourrissent, Voilà. ils se logent, ils ont des terrains, etc. Donc il y a deux types de pauvreté. Et c'est vrai que c'est la pauvreté urbaine qui devient préoccupante en Polynésie, parce qu'il y a un mouvement de concentration de la population dans les îles. Les gens quittent les îles pour accompagner leurs enfants, notamment dans leur scolarité, puisque la plupart des collèges, lycées, etc. sont sur les grandes îles. Et du coup, ils laissent leur vie traditionnelle et leurs ressources traditionnelles et ils viennent grossir le rang des personnes en zone urbaine, périurbaine, sans revenus, en situation précaire. Okay. Est-ce que vous avez aussi, si tu as des questions, pose-lui, profite Sabine. Est-ce que vous avez aussi ce phénomène qui nous préoccupe au niveau politique, enfin global pour nos territoires, d'émigration, d'exil, de perte, de perte de population, de baisse démographique, de vieillissement. Enfin, nous, voilà, on est un territoire de plus en plus vieux. On est vieux, voilà. En fait, en Polynésie, le mouvement s'amorce. Parce qu'en fait, il y a à peu près une génération, on avait une croissance démographique forte. Et en fait, on avait une pyramide des âges avec une base très étendue. Et là, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de naissance. La natalité régresse. Et on a une légère émigration. Moi, je ne dirais pas que c'est un phénomène important. Je pense que c'est plutôt le retrait de la natalité qui commence à préoccuper. Et on a, depuis moins de 5 ans, une immigration, notamment avec une forte spéculation immobilière. Et donc un renchérissement du foncier. Une immigration d'où? Une immigration du monde entier, donc, mais plutôt de personnes très nanties, oui. Okay. Qui viennent et qui surfent un peu sur l'image de la Polynésie comme
paradis, Ah oui. etc. Et donc, ils viennent acheter des terrains sans pour autant forcément les occuper. D'accord. Voilà. Pour faire de la spéculation. Et quoi. en général, c'est une tranche de la population assez âgée aussi, donc Oui, oui. quand ils sont sur place. Oui. Et Ok. donc, ils attirent plutôt. Il y a beaucoup de Martiniquais? Alors, il n'y a pas beaucoup de Martiniquais. Moi, j'en connais quelques-uns. Donc, sur l'île où j'habite, il y en a une petite dizaine. Toujours très ambiancés, toujours très et très bien intégrés, moi je D'accord. dirais. Donc, Ok. ouais, les Martiniquais qu'il y a là-bas, ils sont en fait en tant qu'Iliens, sont facilement acceptés, je pense, par les Polynésiens. D'accord. Ouais. Ok. Et il y a une proximité Ok. de culture et de façon de voir la vie, on va Le dire. fait d'être insulaire, ça Insulaire, crée voilà. quelque chose. Le fait d'être insulaire, ça crée Insulaire. quelque chose. Alors, retour à Madame Andriveau-Milton, la Grande Guerre. Il y a un fait d'actualité, là, pendant le carnaval. Il y a eu des dégradations de monuments. Toi, tu as travaillé sur ça. Donc, tu as écrit c'était quoi, ta thèse? Tu as écrit un énorme bouquin sur les Antillais dans la Grande Guerre. Et puis, tu as travaillé pour que soient érigés ces monuments aux Tout à morts. fait, parce que c'était que justice qu'on leur rende hommage et que les oubliés soient inscrits, puisqu'il n'y a pas de raison. Hein, et pour répondre aussi aux demandes des familles. Donc régulièrement, chaque année, donc, sont rajoutés les noms de soldats oubliés. Donc c'est un travail que je fais auprès des municipalités pour leur demander. Et ça se fait, sauf que bon, depuis, allez, on va dire un an, depuis ça, la première dégradation était en décembre 2021, voilà, au François. Et depuis, donc, on a une dizaine de monuments aux morts qui ont été dégradés. Malheureusement, pas signés, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas jusqu'à présent, on attend. Et c'est dommage parce que on ne comprend pas comment on peut s'attaquer à ce genre d'hommage à nos compatriotes. Mais alors, enfin, je vais faire rapidement, mais c'est bon, c'est un hommage à la France, et comme on n'aime pas la France, mais en même temps, c'est quoi la vie de ces Antillais, ces Martiniquais qui partent se battre pour la France? Oui, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai entendu, hein, oui, que c'est mort pour la France. Mais est-ce qu'on peut en 2023 décider qu'ils n'auraient pas dû partir se battre pour la France? Moi, je ne comprends pas. Le contexte était quoi? Le contexte de l'époque où on n'avait pas, où les gens étaient patriotes à l'époque, où les gens partaient pour repousser l'ennemi allemand, qu'ici il avait dominé, ben nous on aurait certainement été dans des parcs, bien on aurait été tués. Il y en a tout eu, simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut revenir après tant d'années puis se dire oui que voilà. On n'a pas d'hommage à rendre à ces personnes qui sont mortes pour la France. Sur des monuments qui ont été achetés, je le redis encore chaque fois que je peux, achetés, financés par des Martiniquais, pour des Martiniquais. Ce n'est pas des choses que la France a imposées, a envoyées de force, etc. C'est des monuments qui étaient des lieux de recueillement pour les familles, parce que les familles, les corps ne sont pas revenus. Et les familles, c'est tout ce qu'ils avaient, s'ils voient le nom de tonton et tel ou de leur papa. Moi, je ne comprends pas comment on en est arrivé là, comment... C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne veulent pas la connaître. Il y a des livres. Oui, mais bon, si tu veux, il y a le truc, c'est la France, mon cas fait de machin. C'est tout, et puis on casse pour casser. Parce que le fait, moi je voulais savoir, est-ce qu'ils sont contents? Le fait d'avoir cassé le monument, est-ce que ça leur fait quelque chose? Est-ce que ça change leur vie? Mais il faut croire, parce qu'ils recommencent. Donc ça leur procure manifestement un sentiment qui est peut-être positif. Mais moi, je reste à disposition pour expliquer. Moi, je suis là, j'ai travaillé sur 7 ans dessus. Je vais leur expliquer le contexte, pourquoi ils sont partis, comment ils sont partis. Ils sont partis se battre contre les Allemands. Repousser l'ennemi, les nazis. Ils sont partis aussi défendre la France parce qu'ils étaient français. Ils voulaient être français aussi. Donc voilà, il faut absolument qu'ils se remettent dans le contexte. Et heureusement, il y a des municipalités qui refont. Oui. Hein, mais on ne va pas passer notre temps à refaire. Il faut que les gens comprennent et qu'on s'assoie autour d'une table pour discuter. Parce qu'en plus, ce qui est grave, c'est que nous, on détruit, je dis bien, les Martiniquais détruisent. Mais figure-toi qu'en France, là, en France hexagonale, on a 2 villes qui se battent pour ériger des monuments en hommage aux soldats martiniquais. Oui. C'est éteint notamment? Alors il y a Boutigny, d'accord, Boutigny, une petite ville française, où ils vont ériger une stèle en hommage à 4 soldats martiniquais qui sont morts là. Et ils se battent depuis des années pour ça. Et pareil aussi à Étain, on va faire, normalement en novembre de cette année. C'est où Étain? Dans la Meuse, à côté de Verdun. Cette année, il y a un gros travail qui est fait avec une sculpture qui sera montée, érigée
en hommage aux soldats martiniquais. Et toi, donc, tu es en train de monter enfin, tu l'as déjà monté, ton opération, pour financer le voyage de tes Alors, élèves. exactement. Alors, moi, je profite aussi à chaque fois que je peux dans mes conférences et interventions pour rappeler aux Martiniquais qu'il y a une petite ville en France qui s'appelle Étain, qui est dans la Meuse, qui était détruite à 93% pendant la Première Guerre mondiale et qui a été reconstruite grâce à la Martinique. Moi, je trouve ça extraordinaire et tout le monde devait être fier de ça parce que chaque fois, on nous présente, on est là, main tendue, mais c'est pour une fois là. Nous, on a... Et le pire, c'est que ils sont tellement attachés à nous, et puis nous, on ne fait pas suffisamment de cas de notre filleule, puisque la place principale, c'est la place de la Martinique, on a la rue Aimé Césaire, il y a une association où des Sténois viennent régulièrement en Martinique, d'ailleurs, ils viendront là juste pour participer au concert. Et là, en 2016, j'étais partie avec une délégation d'une centaine de personnes, dont des scolaires, à Étain, on a fait Verdun, on a fait un super voyage. Et cette année, en 2023, nous allons partir. Donc, je pars avec 40 jeunes Martiniquais, donc 20 du LPA du Robert, de mon lycée, et 20 du Lecta de Coirivaille. Et nous partons, parce que c'est bien beau de le dire, mais moi, je veux qu'ils touchent du doigt. Je veux que les jeunes voient, qu'ils aillent voir cette petite ville qui dépend de nous. Et pour mener à bien donc, ce voyage, avec les élèves, on a eu l'idée d'organiser un concert qui aura lieu le 10 mars au Grand Carbet. Donc, la ville de Fort-de-France et partenaires nous accompagnent sur ça. Et puis, j'ai pu réunir donc vraiment des artistes qui viennent des femmes, bénévolement, des divas martiniquaises, qui viennent bénévolement nous apporter leur concours sur ce projet. Il y aura Jocelyne Béroir, il y aura Lauriane Zacharie, Daniel Onécoura, Suzy Trébeau, Rémonia Moko, Claudine Pénon, qui tout de suite m'ont dit, allez, on t'accompagne, on accompagne les jeunes, on le fait pour notre jeunesse. Et donc, voilà. Il y a quand même beaucoup de... On parle beaucoup des jeunes. Hein. Ah, oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'intérêt pour nos jeunes, hein, et mais notamment de la part de c'est ma cible. Toi. Oui, c'est ma cible, d'ailleurs. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les influenceurs de la place pour pouvoir, parce que c'est eux ma cible. Je veux les déconnecter de leur téléphone et de tout ce qu'il y a en dehors. Je ne suis pas contre, hein, tout ça, comme on dit, tout ça a dedans aussi. Mais la Martinique d'abord. C'est ce que je veux leur dire. Alors, la Martinique, j'aime bien parce que mes invités me donnent, tu sais, les transitions. La Martinique d'abord. Donc, la Polynésie est autonome. Article 74 depuis des décennies, tu l'as dit. Il y a un mouvement indépendantiste fort. Oui, il y a un mouvement indépendantiste qui est fort et qui continue de monter, hein, puisqu'on vient de... En fait, les trois députés polynésiens sont indépendantistes. Donc aux dernières élections, c'était un peu un vote de mécontentement par rapport à quelques orientations du gouvernement en place, je pense. Mais c'est, on va dire, un jeu de rééquilibrage permanent en Polynésie, c'est-à-dire que le pouvoir est tantôt aux autonomistes et tantôt aux indépendantistes. Donc, c'est surtout sur la durée, quand la population se fatigue, de voir une forme d'alternance. Ok. Et alors, quand on dit Polynésie, moi je pense à Gaston Floss, quoi. Il est encore en lice, là? Non, alors normalement il est inéligible. Ouais. Il a un peu plus de 90 ans. Non, donc en lice, on aura probablement les autonomistes actuels, donc le gouvernement qui gouverne depuis plus de 10 ans maintenant. Et qui a fait un formidable travail de stabilisation, parce qu'on a eu une période extrêmement troublée à mon arrivée pendant près d'une dizaine d'années. On avait une succession de gouvernements et de retournements de gouvernements. Donc, c'était pas stable. Instabilité pendant 13 ou 14 gouvernements. Et c'était terrible, parce que ça a vraiment complètement abîmé l'économie, abîmé la société. Et ça a été une période vraiment extrêmement, je pense, dommageable pour le pays lui-même, pour la population. Est-ce que c'est une société tu disais qu'elle était apaisée, je ne sais pas, en fait, tu as dit que les gens sont posés, parce que chez nous, on est traversé par, si tu veux, par les soirs, quoi, tu vois, par les soirs, les béquets, les nègres, les esclaves, etc. Et ça imprègne avec, sur fond de chlordécone, enfin, une affaire de chlordécone qui n'arrange rien, donc qui vivifie, en fait, ces antagonismes historiques. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Polynésie ?
de ces intervenus, parce qu'il n'y a pas eu d'esclavage. Ouais, Est-ce qu'il y a d'équivalent d'antagonisme en fait, sociétaux, ethniques Alors, il y a la question du nucléaire, Oui. qui est une question centrale et clivante dans la relation avec l'État, avec l'Hexagone, avec la France. Donc avec des indemnisations qui sont jugées parfois insuffisantes, des questions notamment sur la prise en charge des soins médicaux des personnes qui sont malades. Donc c'est un sujet, c'est un nœud, c'est un nœud qui n'est pas résolu. Donc ça, on dirait que c'est le point clivant. Sinon, on dira, au niveau de la société, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'antagonisme. C'est plutôt une société qui a accepté l'autre, qui accepte l'autre. Et d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Hein. Donc c'est plutôt une société ouverte, mais qui touche ses limites. Moi, j'ai le sentiment, justement, avec toutes ces arrivées d'investisseurs et de spéculateurs. Et en fait, la terre, c'est vraiment important pour le Polynésien. Oui. C'est vraiment... Il y a la propriété, parce que chez les Kanaks, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais c'est OK, il y a une propriété privée. Une propriété, c'est souvent une indivision familiale. Souvent, la terre, sur la terre, il y a un marais, c'est-à-dire un centre cultuel, on va dire. Rattaché à la famille. Oui. Donc la terre, c'est vraiment quelque chose d'important pour le Polynésien. Et de voir que cette terre-là est livrée en pâture à autrui, ça change la relation avec, avec l'autre, qui est normalement très ouverte et très facile. OK. De but en blanc, sans jingle, quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Alors, on va te laisser réfléchir, ou sauf si tu as la réponse. Eliane, l'homme dont tu voudrais parler, l'homme, le grand homme, l'homme de ton environnement, ton doudou. L'homme qui m'a le plus influencé. Ou marqué, l'homme à qui tu veux en rendre hommage. Ici en Martinique, moi je dirais quand même, ici en Martinique, je dirais Césaire, parce que c'était mon maire. Parce qu'il défendait avec beaucoup d'âpreté la culture, que j'ai passé toute ma vie au Cermac, parce que j'habitais pas loin, et que j'étais toujours enfourrée dans un atelier de peinture, de bellets, de tambours, etc. Et je pense qu'il a apporté vraiment une ouverture sur la culture. De l'ancrage dont on parle aujourd'hui, qu'on voudrait avoir plus fort, hein, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'il y ait plus d'hommes comme Césaire dans le monde entier. Ouais. Voilà. Super, merci. Tu vois, je ne vais vraiment pas faire original. Vas-y. Je vais encore mieux Césaire parce que je suis en train de constater que je suis sur ses pas. C'est peut-être présomptueux de le dire, mais moi, je veux justement ancrer cette Martinique-là. Moi, je trouve que voilà, il a donné le pas. Et d'autant plus que moi, j'ai fait un séjour au Bénin. Et quand je disais que je venais de la Martinique, les gens me disaient « Oh là là, le pays de Papa Césaire ». Et c'est là que je me suis rendu compte de la grandeur. Encore plus. Je savais que c'était un grand homme. Mais quand je suis revenue du Bénin, que les gens, voilà, ils m'ont identifié simplement parce que je venais de la Martinique, du pays de Papa Césaire. Je me suis dit, oula. Et c'est lui qui nous a mis sur la carte du monde. Exactement. C'est Césaire qui nous a mis sur la carte. Je me suis dit, voilà, là, c'est encore plus, je le connaissais déjà. Mais je me suis dit, allez, chaque année, voilà, mes élèves vont droit, qui est Césaire? Recherche, parce que là aussi, c'était pas gagné. Hein. Ils entendaient parler de Césaire. Oui, l'aéroport, je suis d'accord, mais encore, c'est quoi la négritude? Donc ça aussi, je me suis dit, à partir de cela, on va travailler sur ça. Et puis il y a les autres aussi, il y a Césaire, il y a Fanon, il y a Glissant, il y a les plus récents, enfin les plus jeunes, effectivement, Chamoiseau, Confiant, il y en a plein, il y a Orville aussi, il y a plein, en tout cas, voilà. On est presque arrivé au terme de l'émission, jingle. Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes et demie pour conclure. Le mot de la forme, ce serait quoi? En tout cas, merci Eliane d'être venue. Hein. On a voyagé, hein, j'ai vu ça. Hein. C'est un plaisir. Ce serait quoi? Ça s'est bien passé? Très bien. Bon. Sabine, c'était un plaisir. Le mot de la forme, ce serait quoi pour toi? Toujours devant. Toujours aller de l'avant et vraiment... de se prendre en main. Hein. Je veux dire, personne ne va se prendre en main à notre place, donc il faut que les femmes se prennent en main
et qu'elles considèrent leurs enfants comme des trésors. Oui. Et Voilà. juste, alors, comme il nous reste un peu de temps, la femme en Polynésie, c'est quoi son... Là, la femme en Polynésie est une femme forte. Oui. Alors, nous, C'est on une dit plus femme cotomitan, présente, parce cotomitan. qu'on dit plus Ah, ça, c'est parce vrai, faut pas dire. que, si tu veux, c'était porter la charge mentale un petit peu trop facilement. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales? Moins qu'ici. La D'accord. famille est plus structurée avec ses 2 parents. D'accord. Et les grands-parents, etc. Et les femmes sont fortes. Il y a des femmes en politique, il y a des femmes mères, il y a des femmes chefs d'entreprise. Ça te paraît plus égalitaire? Enfin, plus... Ça me plus équilibré? paraît, oui, plus égalitaire et peut-être les femmes se donnent elles-mêmes une place plus, comment on peut dire? Elles prennent la place. Elles prennent la place et c'est agréable pour une femme, de prendre exemple sur C'est ces vrai. femmes qui sont des femmes fortes, moi je trouve. Et elles sont dans l'espace public, quoi. Elles sont dans l'espace public, on a des femmes ministres, on a des femmes chefs d'entreprise, beaucoup. De petites entreprises comme d'assez grandes entreprises et de grandes entreprises. Et surtout, leur parole n'est pas contestée. Il ne peut pas y avoir de moquerie ou on ne rabaisse pas une femme. Il y a beaucoup de respect. Il y a du respect. Il y a du respect. Super. Voilà. Il faudrait une autre émission avec toi. La prochaine fois que tu viens, là, on fait volume 2, parce que vraiment, on a vraiment envie de connaître mieux C'est la ça, Polynésie. oui, voilà. Et puis, on va faire un voyage d'études aussi en Tout à Polynésie. fait. Oh là là, je suis la première à y aller. Sabine, le mot de la forme, ce serait quoi pour Alors toi? moi, j'ai 2 mots. J'ai deux choses que je répète souvent. C'est après la pluie, c'est soleil. Toujours. Voilà, toujours. Jamais se décourager. Toujours remonter ses bretelles et aller de l'avant. Et puis ma deuxième phrase fétiche, c'est il faut passer du constat à l'action. Oui. Toujours, voilà. On a constaté quelque chose, on arrête de pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Il y a une solution, et je dis ça à mes enfants, je dis, ok, d'accord, tu proposes quoi? Assez plairé en nous agit. Voilà, il On faut nous faire agit, ça. on Il nous faut fait. qu'on arrête de... Portez mon œuvre. Et ça correspond à ça, pareil. On était des écrivains. On a plein d'écrivains en Martinique. On a plein de personnes qui écrivent. Bon, on attend qu'on fasse un salon pour nous. On attend quoi? Mais pourquoi on ne peut pas se prendre en main? D'où l'âme. L'âme, voilà. Donc, c'est un Voilà, collectif. un collectif, on s'est réunis, on a dit, allez, on va essayer de réunir tous les écrivains. Et puis, on va se... Voilà, et ça fonctionne. Et les jusqu'à gens présent. font appel à l'association parce que plutôt que de faire venir une personne et tout, tu fais un effet de masse. Quand on va à Madiflora ou quand on va dans les événements à foire de Rivière-Pilote, Tout à fait. c'est qu'à venir, qu'à débouler. Ah, voilà. Voilà, et Parce donc il y a un que- effet qui est Et effectivement puis, il faut plus- arrêter d'attendre sur les autres. Il faut se prendre en main. Voilà. On est des grands, on n'est pas des petits, on n'a pas 3 ans. Mesdames, ce sera presque le mot de la fin. Le temps pour moi de dire au revoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Forme et de Zitata. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir merci. été là, Eliane. On a passé un bon moment. Tout à Merci, fait, Sabine. tout à fait. Et À puis la merci prochaine. à vous de nous suivre sur Zitata donc, et de suivre ce rendez-vous Forme. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 20h05, même antenne, avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Bye. revoir. Au revoir. Femme. 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 Femme.